Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous retrouver pour la 60e. Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode, déjà 60, de Parler Cuisine. Et pour la 60e fois, nous allons vous parler de cuisine. Merci de vous asseoir à notre table et de vous laisser guider dans notre discussion culinaire et gourmande. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve, comme à l'accoutumée, avec Guy, le grand chef, le master chef, Mais non, le mais non, chef de mais tous non. les chefs, le chef qui a formé le... Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Tu as formé plein de chefs dans ta vie quand même. Non, 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 faut pas dire des choses comme ça. Tu as été prof de chef, non? Oui, bon, d'accord. Voilà, À une époque, le il chef y a des très chefs. longtemps. Voilà, Oui, dans non, une non, autre non, non. époque. Mais grâce à ce podcast, tu restes quand même en contact avec cette profession noble et formidable qu'est celle de cuisinier et d'artistes culinaires, ceux qui nous apportent la jouissance des bienfaits de la vie et des bonnes choses que le Seigneur a créées pour nous dans ce bas monde et qui nous permet de capter, de savourer à travers les papilles. Heureusement que nos auditeurs ont quand même le sens du second degré pour ne pas croire et prendre au pied de la lettre tout ce que vous racontez comme bêtises à mon sujet. Hein. Oui, Bon, et encore, je n'ai que et fait que encore. gratter la surface. Oui, voilà. Hein, heureusement qu'on va le dire comme ça. Bon, il faut être beaucoup plus modeste que ça dans la vie, en fait. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Et c'est un petit peu, une réflexion que je me faisais entre, disons, il y a peut-être 30 ans ou 35 ans, quand on devait organiser un repas familial ou un repas pour quelqu'un qui le demandait. Maintenant, je me dis: «Mais avec toutes les personnes qui maintenant sont devenues allergiques ou intolérantes à toute une série de choses, ça devient finalement de plus en plus difficile» et je pense entre autres à ceux et celles, hôtes et hôtesses de maison, qui vont devoir, organiser ici pour la fin de l'année éventuellement un repas familial, pour peut-être 10, 12, 15, 16, 20 personnes. Ça doit être, de plus en plus le casse-tête. C'était déjà le casse-tête avant, mais là maintenant ça va devenir le casse-tête, suprême, par rapport aux personnes qui sont intolérantes ou allergiques à l'une ou l'autre chose. Le sujet m'intéresse beaucoup parce que j'ai grandi dans une famille de restaurateurs Oui, et traiteurs. Et donc des repas, on en a fait quand même, hein, depuis le petit repas d'une dizaine de convives très privés autour d'une table, voilà. où c'est moi qui étais amené à servir, jusqu'à la grosse méga réception de 800 personnes. On a fait tout, hein. Tu as le repas de famille, tu as la fête de Noël, tu as justement, dans les entreprises, on a le même problème avec tout ce qui est... En Belgique, on fête les trois saints là, qui vont arriver fin novembre, début décembre. Début décembre, hein, vous Voilà, avez, Saint-Éloi, Sainte-Barbe et Saint-Nicolas, hein, qui voilà. se succèdent et puis après bon, peu de temps après, nous avons tout de suite, Noël et Nouvel An. Voilà, et donc Et c'est vrai que c'est le moment où on commence à faire des repas, je dirais, collectifs. avec des C'est gens même issus de différents milieux, alors on prône de différentes cultures la aussi. multiculturalité, voilà, la diversité, c'est formidable. Mais en attendant, il y a un revers de la médaille, n'est-ce pas? Et un revers de la médaille. Alors, il circule, j'ai reçu la lettre, sur internet par un ancien collègue. Bon, c'est une espèce de sketch écrit finalement et vous avez, on vous met un petit peu dans la peau d'une dame qui est la chargée donc des relations au sein de l'entreprise et qui parle de l'organisation du repas de fin d'année. Et alors elle explique comment elle va s'y prendre et puis après elle explique qu'elle reçoit une plainte parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger ceci et puis après elle dit: «Ben voilà, on va faire comme ça» et puis, vous en avez d'autres qui vont dire: «Ben voilà, moi non plus je ne peux pas manger ceci ou je ne peux pas manger cela, comment va-t-on faire?» et alors elle adapte et comme ça au fil du courrier qu'elle transmet à l'entreprise et aux membres du personnel, on voit qu'elle commence à se lasser de plus en plus et à la fin, à la dernière lettre, elle envoie tout le monde balader et elle dit qu'elle a consulté, disons, son supérieur et que finalement, il n'y aura pas de repas de fin d'année étant donné que c'est impossible à organiser et que finalement, les gens auront un demi-jour de congé et qu'ils rentrent chacun chez eux, sans avoir fêté quoi que ce soit à la fin de l'année.
Mais Donc ça trahit un petit peu. je me souviens de ce message qui était un peu Oui, viral il y a quelques années et même le dernier message était envoyé par la remplaçante parce que l'organisatrice était en dépression. c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. Hein, parce que l'organisatrice est en dépression. Alors, ben, qu'est-ce qui se passait il y a 30 ans? Alors, qu'est-ce qu'on avait comme demande? Et ça, c'était, disons, quand même relativement régulier. Il y avait des personnes, c'était souvent des personnes âgées, qui venaient manger en famille au restaurant et on demandait si on pouvait cuisiner quelque chose sans sel. Alors évidemment, et je tiens à le préciser d'emblée pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à ce que nous allons dire aujourd'hui, il n'est nullement question ni de se moquer, ni de minimiser aucunement, je dirais, les problèmes de santé de qui que ce soit, ni même les opinions philosophiques de qui que ce soit qui peuvent parfois amener à manger différemment. Donc ici, on respecte vraiment tout le monde. La simple chose, c'est de les évoquer, de dire que ça devient quand même très compliqué, disons, de travailler simplement. Donc, il y avait les régimes sans sel et ça peut facilement se comprendre. En cas d'hypertension, ben, on demande de manger, disons, le moins salé possible. Bon, ce n'était pas très compliqué, hein. On cuisait en vitesse 2-3 pommes de terre sans sel. On cuisait le morceau de viande sans sel. Au moment du dressage, ben, on mettait peu de sauce. Et si on avait pu faire la sauce sans l'assaisonner, ben, on pouvait encore la mettre et puis on assaisonnait pour le restant du groupe. Et puis alors, vous aviez les régimes avec peu ou pas de matière grasse. Il y a eu une grande campagne il y a 35-40 ans concernant le beurre, hein, qui a vraiment été, je dirais, voué aux gémonies. Tous les médecins déconseillaient le beurre, l'interdisaient même quelquefois. Il fallait manger des margarines, enfin bon. Et puis on s'est rendu compte finalement que le beurre amenait toute une série de choses que les margarines n'amènent pas forcément. Et puis on s'est rendu compte que les margarines avaient des vices cachés. Et les vices cachés, ben, c'était les fameuses matières grasses de type trans, dont on dit beaucoup de mal, qui seraient responsables de plein de choses comme des cancers. Et des Et maladies on se dit, cardiovasculaires. et des maladies cardiovasculaires. Et on se dit, ben, finalement, il vaut mieux manger du beurre de qualité, bon, sans exagérer, avec une certaine modération, mais ne surtout pas s'en priver, plutôt que de manger certaines margarines qui ne sont pas toujours meilleures que le beurre et même parfois qui sont plus néfastes. On est revenu également un petit peu sur le sel. Hein, on a dit, bon, ben, il ne faut pas non plus avoir un régime totalement désodé, donc sans sel, mais il faut essayer de limiter sa consommation. Et on estime souvent que 6 grammes jour est la dose, disons, qu'il vaudrait mieux ne pas dépasser. Mais évidemment, bon, 6 grammes, on y est très vite, hein. Avec les aliments industriels qu'on trouve maintenant, on y est très vite. Alors, vous aviez déjà, bon, forcément, il y a 30-40 ans, on savait déjà ce que c'était, vous aviez des personnes diabétiques, donc il fallait qu'on leur cuisine, disons, quelque chose sans sucre, mais ça ne posait pas de problème dans les repas de fête ou dans les banquets, parce que ces personnes-là savaient déjà à peu près ce qu'elles pouvaient manger, ce qu'elles ne pouvaient pas manger, et elles évitaient donc, au moment du dessert, ben, de prendre une part de dessert, ou alors on leur réalisait rapidement une salade de fruits frais Oui, sans sucre. c'était le classique ça. Ça ne posait pas de problème, c'était, disons, très très facile à gérer. Mais évidemment, depuis, on a eu plein de choses nouvelles, et là, qui sont arrivées aussi, je dirais, par l'arrivée de produits tout à fait exotiques sur nos marchés, hein. Alors, nous avons maintenant, Marc, bon, vous le savez, des allergies au kiwi. Ben, Oui. forcément, tant qu'il y avait que des pommes et des poires, l'allergie au kiwi, on ne la connaissait pas. Donc maintenant, il y a les allergies au kiwi. Il y a également les allergies au latex. Alors, vous allez me dire, le latex, bon, ben, on ne le rencontre pas spécialement dans l'alimentation, Oui, là, parce mais que tu apparemment, m'intrigues. oui, voilà. Mais il y a apparemment des plantes qui seraient, disons, de famille apparentée au latex et qui induisent quand même une forme d'allergie. En tout cas, on remarque que les personnes qui sont allergiques au latex sont également allergiques à toute une série de produits, je dirais, culinaires un peu exotiques. Mais Alors, vous avez des... Oui. est-ce que le fait d'utiliser des ustensiles en latex pourrait impacter ces gens-là? Ouais, on n'utilise pas vraiment des ustensiles en latex. On utilise éventuellement des gants en latex pour travailler. Maintenant, je ne sais pas, il y a des gens qui, paraît-il, sont allergiques heu, à des quantités infinitésimales, de substances et que même le contact avec Ah la oui. substance en question peut, disons, leur causer des soucis. Donc il y a les allergies, à certains fruits exotiques. Il y a aussi des allergies à toutes les graines de type exotique, hein, entre autres les arachides, les noix de pécan, et cetera. Mais également aux produits qui en sont dérivés comme les huiles, hein. Alors vous avez également une allergie à certaines épices maintenant, donc à des graines, je dirais d'épices, du cumin, du carvi, et cetera. De sorte que
par exemple, même le céleri, hein, les graines de céleri et même le céleri, paraît-il, induisent des allergies chez certaines personnes. Ce qui veut dire que si vous regardez de temps en temps les étiquettes des produits industriels que vous achetez, ben, on va vous dire, voilà, dans cet atelier ont été utilisées éventuellement telle graine, telle chose, et c'est une manière de se dédouaner pour les entreprises, de dire, écoutez, moi je l'ai indiqué sur mon pot, sur mon emballage, il n'y a pas d'huile d'arachide dans ma mayonnaise, mais éventuellement j'ai pu utiliser, que sais-je moi, des graines de lupin ou bien du céleri dans l'atelier. Et comme ça, on se prémunit évidemment, et c'est un peu logique, d'un éventuel retour de flamme et d'une attaque en Oui. justice en cas de problème. Alors, vous avez donc les allergies poissons, fruits de mer, crustacés. Il y a des allergies qui sont tout à fait avérées. Et puis, il y a aussi des gens qui, par, je dirais, j'allais dire par caprice, mais je dirais plutôt par goût personnel, ne mangent pas de poisson, ne mangent pas de fruits de mer, ne mangent pas de crustacés. Vous avez en même temps des gens qui mangeaient des fruits de mer, des crustacés, et qui se sont trouvés à être allergiques. Et je connais comme ça une ancienne collègue qui a dû attendre d'avoir la cinquantaine bien fait pour ne plus pouvoir consommer une seule huître, alors qu'elle était, je dirais, tout à fait capable d'en manger jusque-là. Mhm. Hein, elle a un jour fait une réaction avec des huîtres. Bon, ben, elle a cru que c'était à cause du fait que les huîtres, éventuellement, n'étaient pas très, très nettes d'un point de vue sanitaire. Ce n'était pas le cas. Donc, elle s'est dit, ben, la fois suivante, je vais réessayer. Là, la réaction a encore été plus fulgurante. Et puis, la troisième fois, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait même pas y toucher, sinon on pouvait l'embarquer à l'hôpital. Et elle est donc devenue allergique aux huîtres alors qu'elle en mangeait jusque-là. Même chose pour les moules, pour certaines personnes, bon, évidemment. Alors, vous avez également toutes les personnes qui sont allergiques pour des raisons de santé évidentes, mais elles ne sont sans doute pas aussi nombreuses qu'on voudrait nous le faire croire, au gluten. Alors, le gluten, c'est quand même un tout gros problème parce que Hmm. le gluten, c'est une protéine de blé Une et le protéine de blé, céréales. de céréales, mais de céréales, je dirais, de type donc le blé forcément. Pas de toutes les céréales, puisque dans toutes les céréales, il n'y a pas du gluten, mais il n'y a du gluten, on va dire quasiment que dans les céréales, hein, donc c'est un petit peu particulier. La farine, ben, on la retrouve quasiment partout. On la retrouve dans les produits liants, on la retrouve bien sûr dans le pain, on la retrouve dans des crèmes, on la retrouve dans des potages, on la retrouve évidemment dans les pâtes, on la retrouve dans des dizaines de produits. Donc ce n'est pas du tout évident pour les personnes qui sont réellement allergiques au gluten de pouvoir s'en sortir, et surtout dans une vie sociale et dans un menu, je dirais standard, il y a de la farine quasiment dans tous les plats. Alors, l'autre petite chose, c'est que apparemment, il n'y aurait qu'une personne sur trois qui prétend être allergique au gluten, qui l'est réellement. Là, d'après un médecin que j'ai entendu sur une radio il n'y a pas très longtemps, en fait, beaucoup de gens maintenant se disent allergiques au gluten, mais ne le sont pas réellement. Alors, On en est arrivé, oui. il faut distinguer allergique et intolérant. Alors, il y a, L'allergique va avoir une oui, réaction très virulente qui va mettre, c'est une réaction du système immunitaire qui réagit violemment et qui va mettre sa vie en danger. Tandis que quelqu'un qui est intolérant va le digérer, mais va avoir plus difficile. Ça va leur donner un petit coup de barre, il va avoir un oui, coup de oui. fatigue, il va être un peu troublé au niveau de la digestion, mais il va pas spécialement comment dire, en souffrir, sa vie va pas être menacée. Mais il y a une différence ténue entre les deux et beaucoup de gens vont se dire: «Ah, je suis allergique à ça», alors qu'ils sont juste Ils sont intolérants. intolérants éventuellement. Maintenant, il y a des intolérances alimentaires qui finissent par se renforcer et qui, à la longue, sont réellement nuisibles, hein. Je vais prendre un exemple. Bon, l'allergie la plus commune, c'est celle dont je viens de parler, c'est l'allergie aux fruits de mer, euh, qui se renforce quasiment à chaque fois. Et Oui. puis, vous avez l'intolérance, et je pense, hein, à moins de me tromper, mais je pense que l'intolérance au gluten, bon, ben, au début, ça commence par des petits symptômes, ça commence par des moins bonnes digestions, par des ballonnements, etc. Et puis finalement, on arrive à une réelle pathologie où il n'est plus question de manger quoi que ce soit qui contient du gluten. Donc tu finis Hein. avec un cancer de côlon, quoi. Ben, disons que voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver. Oui. Alors, avec tout ça, donc nous avons dit qu'il y avait les poissons, les fruits de mer, qu'il y avait le gluten, il y a également le lactose. Alors, le Mmh. lactose, de nouveau, bon, c'est une intolérance, je dirais, qui est propre, je dirais, à la fois aux personnes de type asiatique, de type africain, mais également de type occidental, je dirais méditerranéen, plutôt que nordique. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité de digérer le lactose
au moment de la naissance, puisque du lactose, il y en a dans le lait que nous prenons étant bébé. Et puis, comme on consomme à un moment donné moins de lait, on perd cette faculté d'avoir donc une production de lactase qui est l'enzyme qui digère le lactose, hein. Et si on reste très très longtemps sans boire de lait ou sans manger de produits laitiers, eh bien, on ne parvient plus à les digérer correctement. Et il paraîtrait que on conserve cette propriété de digérer les produits laitiers à l'âge adulte si on a continué à consommer du lait régulièrement et des produits à base de lait. Ah, Alors, il faut savoir également, c'est que dans les fromages, il y a nettement moins de lactose que dans le lait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu production d'acide lactique, donc le lactose lui-même a disparu ou quasiment disparu des fromages. Alors, il y a une manière de se réhabituer à reconsommer des produits laitiers. Il faut y aller tout doucement, en reconsommant. Bon, bien sûr, il faut voir peut-être avec le médecin, mais il faut consommer tout doucement des laits fermentés, hein, où le lactose a, disons, disparu en partie, et puis se rediriger progressivement vers des produits, ça prend quelques semaines, hein, vers des produits qui recontiennent naturellement du lactose, de manière à réhabituer le corps à reproduire de la lactase, tout simplement. Donc, c'est ainsi qu'on a remarqué, par exemple, que des personnes qui habitent généralement, par exemple, des Finlandais qui continuent à consommer du lait très régulièrement à l'âge adulte, gardent cette propriété de digérer donc les produits qui contiennent du lactose. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme autre intolérance et comme autre allergie? Ben, nous avons les fruits à coque? les fruits à coque, hein. Donc, les fruits à coque, c'est un petit peu les fruits, c'est un peu comme les fruits secs, mais Oui. je dirais que ce sont des fruits qui sont, disons, moins sous forme de graines, on va dire ça comme ça. Hein, vous avez des intolérances ou des allergies à l'avocat, vous en avez même aussi maintenant aux bananes, vous en avez même aux légumes. Donc voilà, on est quasiment allergique à peu près à tout ce qu'on veut. Et puis il y a des allergies aux produits qu'on a ajoutés, hein. Ça, c'est un autre grand rayon des problèmes alimentaires. Ce sont des allergies au soufre dans le vin, par exemple, hein, où là, ça devient, on attrape mal la tête, on attrape des barres, je dirais, à la hauteur du cerveau, quand il y a trop de sulfite, hein, ou de produits soufrés dans le vin, voire dans des charcuteries, hein, puisque les sulfites, on les trouve dans les charcuteries et dans les salaisons. Oui, sulfite et sulfate, oui. Sulfite et sulfate. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors maintenant, il y a aussi les allergies de mode, hein, et là, évidemment, c'est peut-être ce qui est le plus, je dirais, Agaçant? le plus agaçant, oui. Je vais prendre un exemple, c'est une anecdote. Il y a quand même quelques années de ça, on me demande de participer à la réalisation d'un dîner de banquet. C'était pour, la fille d'un ami très cher qui est décédé depuis, hein, et on me demande de m'occuper des desserts principalement et de la pièce montée en particulier. Alors, j'avais convenu avec le couple de mariés de la pièce montée. C'était donc une pièce montée constituée de bavarois. Il y avait à la fois de la framboise, du fruit de la passion. Il y avait des biscuits cuillères qui faisaient tout le tour, hein. Et puis alors, il y avait une garniture en meringue italienne flambée sur le dessus, hein. Je vais réaliser des croisillons. Et puis, dans les croisillons, je mettais un gel réalisé à base de coulis de framboise qu'il faut bien, disons, coller d'une certaine manière. C'était collé à la gélatine. Je n'ai jamais été un grand partisan, disons, de l'emploi massif de la gélatine, mais pour faire un bavarois sans gélatine, ce n'est pas évident. Alors, on doit utiliser de l'agar-agar ou des choses comme ça, mais de toute façon, à l'époque, c'était donc tout simplement de la gélatine d'origine animale. Et puis, ben voilà, donc Je tiens quand même à préciser pour nos auditeurs français, la pièce montée de mariage en Belgique n'est pas la même qu'une pièce montée en France. non, ce n'est pas le croquant en bouche, hein. Parce Ici, que, c'est, disons, un voilà, gâteau à étage, hein, en fait, voilà. une pièce montée en Belgique, c'est un gâteau à étage. C'est une pièce qu'on Voilà. a montée. Voilà. C'est une pièce qu'on a montée tout simplement, voilà. Donc, ben voilà, j'étais très content de la pièce en question. Elle était très jolie, très très belle, enfin tout ce qu'on veut. On l'amène et puis ben, les mariés découpent le premier morceau. Et là, il faut dire que nous avions affaire à une clientèle qui était un petit peu une clientèle euh, un peu chic comme ça, un petit peu snob même, hein, pour Des être bobos? honnête. Des bobos, voilà, des Voilà, bobos. disons-le. Alors pour le dire, ben, en Belgique, il y a une région qui est réputée pour ses bobos, c'est ce qu'on appelle le Brabant wallon, hein, Oui. tout près de Bruxelles, donc une clientèle un petit peu, je dirais, un petit peu aisée et qui essaye de se donner un genre, quoi, hein. Et puis il y a une dame qui vient et qui me dit: «Tiens,
Qu'est-ce que c'est? Je lui dis: «Ben voilà, c'est une pièce montée réalisée avec un bavarois, framboise, fruit de la passion, avec, du biscuit à la cuillère. Et qu'est-ce qu'il y a là au-dessus?» Ben je dis: «Ça, c'est une meringue italienne flambée, alors, et là, entre eux?» Ah, je dis: «Ça, c'est un coulis de framboise gélifiée. Avec quoi l'avez-vous gélifié?» Ben je dis: «À la gélatine». Ah non, alors, sortant évidemment de la bouche de quelqu'un qui se prétend être esnope, elle m'a dit comme ceci: «Ah mais ça, moi, ça me fait gerber la gélatine». Bon, ben d'accord madame, merci, Oui. c'est très bien. Heu, Vous ne donc elle mangez n'a pas pas? voulu, elle n'en a pas pris. Donc mais c'est pour dire que bon, ben voilà, la gélatine maintenant, dégoûte certaines personnes et ce sont parfois les premières qui vont acheter des bonbons, Haribo, à leurs enfants, hein, attention, hein, Qui sont faut bourrés de pas, gélatine. et qui sont bourrés de gélatine, bon de toute façon. Qui, Alors rappelons-le, est faite à partir de... à partir de peau et de couenne de porc, hein. Voilà. Bon, jadis, c'était à partir d'os de bœuf, mais depuis, la maladie de la vache folle, on a, disons, remplacé massivement, les os de bœuf par, disons, du porc, par des peaux de porc, hein. Et ça- Alors, Oui, je vais heu, revenir. Vas-y, continue. alors j'allais dire, beh, forcément, je dirais, autre interdit qui est lié à la gélatine alimentaire, à base de porc, ce sont forcément toutes les personnes, disons, d'origine, ou de religion juive ou musulmane, qui, pour des raisons et tout à fait respectables de prescrits religieux, ne peuvent pas, disons, consommer, ces produits-là. Et c'est la raison pour laquelle il existe maintenant des gélatines à base d'eau de poulet, hein. On la trouve dans le commerce, cette gélatine-là, mais elle est extrêmement chère parce que très rare et forcément, je Pourtant, c'est pas dirais, les autres poulets qui manquent. ce ne sont pas les autres poulets qui manquent, mais il faut reconnaître qu'il faut quand même beaucoup plus d'autres poulets pour faire 1 kilo de gélatine que de peau de porc ou de couenne de porc pour le même résultat. Donc forcément, ce qui est plus rare est plus cher et je dirais que c'est très spécifique à utiliser. D'ailleurs, très peu de personnes savent que ça existe, hein. Ah oui. Non, mais voilà, là où je voulais en revenir, c'était que la gélatine actuellement, la grande hypocrisie de l'industrie alimentaire, c'est qu'elle ne rend pas évidente cette origine porcine de la Ah non, non, gélatine. non, tout Et à il n'est fait. pas marqué sur les paquets d'Haribo contient du porc. Et je trouve ça terriblement hypocrite de Mais la part de ces fabricants-là. C'est parce que après, on donne ça aux enfants, notamment de ceux qui sont de culture à ne pas manger de porc. Et il y a pas que les musulmans, il y a aussi il y a d'autres religions. C'est comme les vegans, les gens qui se disent: «Oh, les vegans», ça, c'est les gens qui m'énervent le plus. Parfois, j'ai envie de leur donner des claques parce qu'ils sont véganes juste par espèce d'idéal bobo. Mais j'ai connu des vrais vegans, des gens qui viennent des régions de l'Inde où ils sont végétariens par conviction religieuse. Ils respectent toute forme de vie et ils ne mangent que des produits non issus du monde animal. mais Mais pour parler, oui. ces gens-là, tu leur donnes de la couenne de porc, de la gélatine. En fait, tu es en train de gentiment montrer aucun respect pour leurs convictions Pour le religieuses et pour leur pour leur pour culture. leur pour leur foi, bien sûr. Mais le véganisme, finalement, ce n'est jamais que le recyclage, je dirais, philosophique de ce qui était le végétalisme chez nous, il y a encore, très peu de temps. Mais poussé à l'extrême, je m'explique. Bon, le végétarien ne va pas manger de produits d'origine animale, de type viande, et de type poisson, hein. Mais par contre, va utiliser, parce que là, il y a la mise à mort de l'animal. Par contre, il va manger, des œufs, il va manger du miel, il va manger, Du les lait. produits à base de lait, de fromage, le beurre, et cetera. Et puis vous aviez des végétaliens qui, eux, ne mangeaient absolument pas de produits issus, je dirais, de l'animal quel qu'il soit, c'est-à-dire, donc de nouveau, pas de lait, pas de beurre, pas de fromage, pas de miel, bien entendu, rien qui soit issu de l'animal, même si l'animal n'avait pas été, bien sûr, mis à mort. Et Oui, puis vous avez maintenant les véganes qui vont beaucoup plus loin encore. Ils considèrent qu'on ne peut pas en aucun cas faire appel à l'animal pour avoir produit ce qu'ils vont manger. De sorte que, bon, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps, vous avez, le lait ou la crème de coco qui permet de remplacer la crème fraîche dans certaines recettes de cuisine, que ce soit dans des desserts ou bien oui. dans des sauces salées. Mais à certains endroits, on dresse des singes qui vont chercher les noix de coco au-dessus, donc dans l'arbre, et qui les font tomber ou qui les ramènent, je ne sais pas. Enfin, donc on utilise des animaux dressés. Et là, il y a maintenant toute une, je dirais, une série de marques, donc de produits, de ce type-là, qui certifient qu'on n'a pas utilisé donc des singes pour cueillir les noix de coco, parce que c'est une manière d'asservir l'animal qui n'est évidemment pas, respectable. Bon, J'imagine que ces marques sont pas les moins chères. évidemment, Ah ben, mais ah ben, c'est d'abord, un il bon faudrait, business, hein. C'est c'est un bon génial. business, j'allais dire.
il faut d'abord prouver qu'effectivement, on n'a jamais, en aucun cas, utilisé un animal, pour aller les chercher. Or, jusqu'à preuve du contraire, le papier se laisse écrire, et on ne peut faire qu'une chose, c'est compter sur l'honnêteté, de ceux qui le produisent. Mais je suis Oui, un petit peu, hein, parce qu'évidemment, on pousse également le bouchon dans ce cas-là à dire: «On n'utilise pas de chaussures en cuir, on n'utilise pas bien sûr de manteaux, je dirais à base de cuir ou de fourrure». Bon, et ça, c'est tout à fait respectable aussi. oui, Mais mais on n'utilise pas de laine également. Alors et bon, on le fait, n'utilise pas de pétrole non plus. c'est-à-dire que bon, il faut bien à un moment donné, faire les chaussures avec quelque chose. Alors bon, les chaussures, si c'est pas fait en cuir, c'est fait en sky évidemment, hein. Oui. Mais ça veut dire qu'on n'utilise pas de laine, bien entendu, mais qui dit que dans le processus de fabrication, depuis la cueillette de la noix de coco jusqu'au fait qu'elle arrive dans votre assiette, ça a été éventuellement, je dirais, si on veut pousser le bouchon un peu loin, transporté par quelqu'un qui mangeait de la viande. À ce moment-là, il faudrait Mais quasiment à que le part produit soit certifié, que le transport se soit fait par des personnes qui sont elles-mêmes véganes. Ça devient quand même à ce non, moment-là très, tu peux très, rien manger parce que je dis on peut plus rien manger le quoi alors le là. pétrole, ça reste quand même, d'après la version officielle, je précise, ce Oui, sont des résidus de vie organique. d'animaux Il de y a toute de façon, l'animaux, il y a plusieurs millions d'années. Donc ça reste quand même issu du règne animal, tout à fait du entre nous. plancton, Donc hein. tout ce qui est plastique, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est essence qu'on met dans le bateau qui vous amène ces fruits chez vous, toute Voilà. l'essence qu'on met dans le tracteur, donc finalement, il reste plus quoi à manger? Il ne Quoique reste plus que ce qui est d'origine végétale et alors, il faut quand même avoir l'objectivité, l'honnêteté de dire que, dans les pays comme l'Inde où ça se pratique depuis des centaines d'années, les gens ont appris à combiner au niveau de ce qu'ils mangent, les aliments entre eux de manière à ne pas en avoir des carences. oui, Chez nous, c'est relativement récent et il y a eu un cas ici, il y a quelques mois où un enfant en bas âge est décédé. C'était des parents qui habitaient, je pense, dans la région d'Anvers. Ils ont, donné en je dirais comme lait, non pas un lait de vache ou bien un lait maternisé, ils ont donné du lait végétal parce qu'en plus je pense que ces je personnes-là me souviens avaient effectivement de un cette commerce. affaire-là. Voilà. Ça fait beaucoup couler d'encre. Oui, oui, tout à fait. Ils avaient un commerce de produits, disons, de type vegan, et cetera. Donc, ils ont donné à leur enfant, du lait d'amande, du lait de céréales, et cetera, qui ne convenait absolument pas. Donc l'enfant a commencé à dépérir. Je ne sais pas, il pesait un poids ridicule pour l'âge qu'il avait, la taille qu'il avait, et il en est mort, tout simplement par carence alimentaire. Donc on dit Mort toujours par qu'il la ne faudrait ja crétinerie de ses parents. oui, il ne faudrait pas, disons, faire un régime végan ni à un enfant en pleine croissance, ni non plus à une mère enceinte ou à une mère allaitante, parce qu'elle n'aura pas les nutriments nécessaires pour nourrir son enfant. Donc à certains moments, je dis: «Bon, le respect de l'animal», je dis toujours que on doit élever et abattre les animaux dans de bonnes conditions. Je dirais quasiment dans des conditions humaines, mais enfin le mot est mal Moi, choisi, dans des conditions de respect. Mais pour autant, il faut savoir qu'on a besoin de protéines complètes et de protéines d'origine animale, je dirais sous forme d'œufs, par exemple. Il n'y a pas mieux que l'œuf au niveau du spectre des acides aminés qui sont essentiels pour nous. Donc, il faut rester un petit peu logique. D'accord, le respect, c'est une chose. Se carencer volontairement ou carencer ses enfants, c'en est une autre, évidemment, hein. j'ai un exemple, peut-être, du contraire. Parce que feu mon père, à une époque, s'occupait, en tout cas aidait des gens à accéder à l'adoption, des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et il avait des contacts avec un pays comme l'Inde à une époque où je parle de ça il y a 30 ans, où, les petites filles étaient abandonnées par, chariots entiers et elles étaient laissées à dépérir dans des orphelinats surpeuplés, et il a eu l'occasion d'aider comme ça une demi-centaine de familles de accéder à l'adoption, et il a pu faire adopter en Belgique, des petites filles et des enfants indiens. Heu, Moi-même, j'ai eu deux petites sœurs indiennes, et puis une troisième qui s'est rajoutée. Ça ne me dérange pas, on a grandi dans une famille multiculturelle, et il a toujours gardé ce lien particulier avec l'Inde. Et il y a un couple d'amis à qui qui ont eu un enfant, puis qui ne pouvaient plus en avoir d'autres, et qui voulaient une petite fille, et puis qui leur a trouvé une petite fille qui avait été abandonnée, qui était ouverte à l'adoption. Donc ils ont réussi à faire les démarches de telle sorte à ce qu'ils aient la fille relativement vite, comme ça. Le secret pour une réussite d'adoption, c'est d'avoir l'enfant le plus jeune possible.
Et l'enfant a grandi tout à fait normalement. Puis, vers l'âge de 5 ans, 5-6 ans, comme ça, elle a commencé à se plaindre de problèmes et d'être essoufflée tout le temps. Elle pouvait pas courir. Elle avait toujours comme ça un peu de, de difficultés. Et ils ont été voir le médecin, ils ont été voir des médecins, des spécialistes, et puis ils ne voyaient pas trop ce qu'elle avait. Elle avait visiblement un peu d'insuffisance cardiaque, mais ils n'arrivent pas à expliquer. Bon, après, ils allaient voir des médecins occidentaux avec une petite fille qui était née dans un pays tropical. Puis ils ont eu par le hasard des choses, ils se sont rencontrés un médecin tropical qui avait travaillé avec l'Inde et qui leur dit, mais qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Bah, elle mange comme nous. Ah, mais elle vient d'où exactement? Alors, ils savaient d'où elle est originaire, mais c'est une région où les végétaliens étaient dominants. J'ai essayé de passer à un régime végétalien pour elle, parce qu'il y a cette prédisposition génétique héritée des ancêtres qui se sont nourris d'une certaine façon pendant plusieurs générations, qui ont fait que quand on change le régime alimentaire sur une nouvelle génération, tu commences à développer des troubles de la santé. Et effectivement, elle a commencé en fait à avoir une dégénérescence cardiaque qui, qui s'est terminée dramatiquement. Elle a fini par décéder et on était tous très attristés. Mais ils se sont rendus compte que, en fait, son alimentation, c'était une maladie de naissance, qu'elle était porteuse d'un gène de cette maladie qu'elle allait de toute façon développer à un moment donné ou à un autre. Mais ses ancêtres ne développaient pas cette maladie avant un âge avancé, donc ce qui leur permettait de procréer, mais parce que justement, ils avaient un régime qui ralentissait le développement de cette maladie. Et quand ils s'en sont rendus compte, ils ont complètement changé le régime de la petite fille, donc ils lui ont donné uniquement des végétaux, donc un régime végétalien. Et là, elle s'est sentie beaucoup mieux et elle a pu, comme ça, vivre un peu plus longtemps. Et c'est tout ça pour expliquer que quand tu viens d'une région où tes ancêtres ont toujours mangé d'une certaine façon, si tu changes radicalement la façon de te nourrir, comme on voit ici maintenant les gens qui viennent de familles qui ont toujours mangé de la viande, qui ont toujours mangé des pommes de terre, qui ont toujours mangé des produits locaux, qui se mettent maintenant à dire « Oh, moi, pour un idéal quelconque, quel qu'il soit, qui s'est décidé de changer radicalement le régime alimentaire, je me dis « Attention, votre corps n'est pas prédisposé à ça. » Mais Et- est-ce que vous savez qu'on remarque la même chose pour nos amis les chiens? Ah oui? Oui, en fait, le chien, au départ, est un carnivore, puisque le loup est un carnivore, hein. Oui. Alors, on a remarqué que les loups, naturellement, mangeaient un tout petit peu de végétaux quand ça, et bien tout simplement, quand ils mangent une proie, ils mangent aussi les intestins, et quand c'est évidemment une proie de type gibier, cervidé, etc., ils sont confrontés à ingurgiter par la force des choses un petit peu de végétaux qui sont en cours de digestion. Bon, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Donc, disons que nous dirons que peut-être que dans l'alimentation du loup, il y a peut-être 1% ou 2% par la force des choses de végétaux qui finissent par lui arriver. Bon, le chien qui descendait du loup, au départ, n'avait pas une alimentation différente. Il mange donc de la viande, il mange des produits carnés. Et puis, au contact de l'homme depuis des millénaires, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à donner au chien des produits, disons, de type glucidique, hein. On lui donne du pain, on lui donne du lait, on lui donne du riz maintenant, du riz cuit, etc. Et on a remarqué que les chiens, progressivement, et surtout, disons, les races les plus évoluées, et qui sont en contact avec l'homme depuis le plus longtemps possible, disons, qui sont restés donc les moins sauvages, commencent à digérer progressivement et tout doucement les produits de type glucidique, hein, donc le pain et certains féculents, alors qu'au départ, ils n'étaient pas du tout prédisposés à le faire. Mais il faut qu'il y ait plusieurs générations pour que Ah, il faut l'adaptation qu'il y ait des puisse se faire. dizaines et des dizaines et Voilà. des dizaines de générations. Évidemment, ce n'est pas en une génération qu'on y arrive, hein. Ça, c'est clair. Donc, mais pour revenir au sujet principal, maintenant ça devient un casse-tête. Moi, je me souviens effectivement de ce que tu as cité quand mon père préparait un banquet. Il y avait parfois, tu avais la personne qui préparait sans sel, tu avais parfois la personne qui voulait pas manger effectivement sans sucre, qui était diabétique, et pour lequel on pouvait faire une Un petit exception. effort, un Mais petit truc, quoi. généralement, il fallait compter sur une noce de cinquantaine de personnes, il fallait compter une ou deux personnes qui pouvaient être dans Voilà, l'exception. exactement. C'était purement exceptionnel. Bon, entre-temps, effectivement, le brassage culturel qui est arrivé, donc tu as les gens qui ne peuvent plus prendre d'alcool, qui ne peuvent plus manger de porc, qui ne peuvent plus manger de produits proscrits par leur religion.
Et puis il y a Heu toutes les graines et toutes les allergies dont on a et puis parlé, hein. voilà, les allergies qui viennent se caler à ça et puis après tu as les choix idéologiques qui sont pas motivés par la culture dont tu es issu. Donc les gens qui décident d'être véganes, les gens qui décident d'être, végétariens, j'en ai rencontré pas mal. Bah, il faut savoir que dans le pays où j'habite, donc l'Angleterre, un truc qui est génial, c'est le paradis des végétariens. Parce que, heu, dans chaque restaurant, à la carte, tu as au moins une option végétarienne par type de plat. Tu as au moins un menu végétarien de quoi faire un menu végétarien de l'entrée au dessert et si pas, plusieurs combinaisons et ça, ça vient en fait du fait qu'il y a une époque où il y avait beaucoup d'Indiens qui immigraient en Angleterre et que les Indiens par culture, par, conviction philosophique ou par religion, ne étaient végétariens. Tu as des religions qui sont comme ça, sont végétariennes et donc ils trouvaient que c'était une forme de racisme de ne pas leur proposer ça. Tout comme tu as des restaurants qui ne sont pas accessibles aux chaises roulantes. C'est une forme de racisme, d'exclusion. Donc normalement ici tous les espaces publics sont accessibles aux chaises roulantes et tous les restaurants sont avec une option végétarienne. La France à ce sujet-là est encore un petit peu en retard, donc je fais un petit clin d'œil aux handicapés qui nous écoutent et je sais qu'il y en a quelques-uns. Si vous êtes en chaise roulante, je peux, On peut compatir en tout cas. compatir, voilà. Parce que je sais, moi, c'est ma petite sœur justement, elle a le problème d'être à mobilité réduite et d'avoir pu comparer et d'avoir beaucoup travaillé sur des gens en chaise roulante. Et on a pu philosopher sur la chose et philosopher, oui. Effectivement, l'Angleterre est un paradis. Si vous voulez passer votre week-end dans une ville qui est particulièrement favorable aux chaises roulantes, venez à Londres. Tant qu'ils sont encore dans l'Union européenne, c'est une bonne idée d'excursion. Et pareil pour les végétariens. Puis après, tu parlais qu'à l'époque, tu avais des gens qui ne mangeaient que du poisson, qui étaient: «Oh, moi je suis poisson, moi je suis ci». Mais c'était les gens qui faisaient des choix comme ça, je veux dire, quand moi j'étais jeune, étaient plus vus comme des excentriques, des huluberlus C'était ça, oui, tout à fait, qu'on oui. qu'on côtoyait de manière très occasionnelle. Et c'est-à-dire que ces personnes-là, à l'époque, heu, elles préféraient manger, par exemple, du poisson quand elles avaient le choix. Donc imaginons, c'était dans le cas d'un buffet, pantagruélique pour l'inauguration d'un établissement où j'avais été sollicité, d'un très grand établissement. Évidemment, sur le buffet, il y avait de tout. Il y avait aussi bien du poisson qu'il n'y avait, des viandes. De sorte que la personne qui souhaitait ne manger que du poisson ou bien des fruits de mer, des crustacés, pouvait ne manger que ça pendant toute la soirée sans que ça ne pose le moindre problème. Mais s'il n'y avait eu que de la viande, elles étaient capables quand même de manger de la viande. Le seul problème, c'est que maintenant, ce n'est plus, une question d'option, une question de choix, c'est une question d'imposition. C'est-à-dire que vous avez maintenant de plus en plus de gens qui, s'ils n'ont pas exactement, et ce pour des raisons, je dirais, qui ne sont ni religieuses, ni de régime, ni d'intolérance, mais qui sont simplement idéologiques, préféreront ne pas manger du tout, plutôt que de manger quelque chose qui est contraire à ce qu'elles ont, disons, comme objectif. Et alors, si vous vous rappelez, Marc, nous avons organisé il y a une dizaine d'années, un week-end, disons, de type gastronomique, hein. Je ne Oui, sais pas si ça vous dit quelque chose? oui, bon, il y en a eu tant. Et il y en a eu tant, mais enfin, moi, je parle de C'était pour le celui qu'on grand groupe. organise pour le grand groupe, Voilà. voilà, hein. Et puis, on nous avait prévenu, bon, moi, je m'occupais donc de tout ce qui était la partie alimentaire et le premier soir, pour accueillir notre cinquantaine, d'invités, on avait organisé, il y avait 2 potages, il y avait des plats avec, fromage, charcuterie, de la salade, un dessert et je savais qu'il y avait une personne qui allait, disons, qui ne souhaitait pas manger de viande. Donc j'avais dit: «Il y a pas de problème, il y aura donc, du fromage et de toute façon, dans les plats qui seront servis pendant le week-end en question, il y aura moyen d'enlever la viande ou de ne pas la mettre». Bon, donc ben, voilà, le premier jour se passe, je ne me tracasse pas trop et puis elle vient me trouver en cuisine, elle me dit: Il faut reconnaître qu'on avait donc eu un sponsoring et que les potages avaient été réalisés à base de potage industriel que j'avais amélioré, hein, donc j'avais rajouté des légumes frais et cetera et elle vient me trouver en disant: «Tiens, dans tel potage, est-ce qu'il y a de la viande?» «De la viande?» Je dis: «Non, il n'y en a pas», je dis, hein. «Mais est-ce qu'il n'y a pas éventuellement du bouillon de volaille?» Ben je dis: «Vraisemblablement que si», je dis, «parce que c'est un potage industriel et qui est, qui est certainement fait à base d'une base de fond de volaille déshydraté. Ah, mais dans ce cas-là, je n'en prendrai pas, je le laisse là. Bon, forcément, j'ai respecté les convictions, il y a pas de problème, mais je n'avais pas d'autre alternative
il est clair que dans des potages, pour donner du goût, à moins que de mettre uniquement de l'eau, ben, il y a des fonds de volaille qui sont des fonds de volaille industriels et surtout quand les potages sont déjà, disons, préparés à l'avance. On ne fait pas vraiment tout ce qu'on veut, même en tant que professionnel. Ou alors il faut vraiment tout faire soi-même de A à Z et respecter pour une personne à ce moment-là sur un groupe de 50, disons son avis ou son opinion, mais ce n'est pas toujours possible. Voilà, on tombe un peu, c'est un peu comme la loi de Pareto, c'est les 20-80. C'est les 20% des clients qui vont générer Oui. 80% de ton travail. Oui, et alors nous avons eu également à une manifestation où nous étions le cas d'un dessert que j'avais réalisé qui était un sabayon glacé à base d'un sabayon industriel. Également, il fallait ajouter simplement du vin blanc au produit de base. Bon, et on m'a demandé, une seule personne dont nous avons le souvenir, m'a demandé s'il pouvait lui faire la même chose, mais sans vin. C'était impossible. Je ne pouvais pas mélanger, disons, ce produit-là avec de l'eau, parce que techniquement, ça ne se faisait pas. Et même faire un véritable sabayon, on peut toujours monter, disons, des jaunes d'œufs avec de l'eau et du sucre, mais ce n'est plus vraiment du sabayon, quoi. C'est autre chose. Puis on ne sait pas le faire pour une personne. Non, Monter un sabayon en jaune d'œuf avec un seul jaune d'œuf, on ne sait pas le faire. Il en faut au minimum 2, quoi. je tiens quand même à préciser que la personne dont on parle et dont on va pas citer le nom par respect Non, pour bien sûr, on ça, ne le citera pas, on n'est pas là pour mais ça. je la connais bien, c'est une personne qui avait décidé de ne pas boire d'alcool par conviction pure. C'était pas pour raison religieuse, c'était pas pour des raisons de santé, c'est juste parce que Tout à fait. elle voulait pas consommer d'alcool parce que ça lui rougissait la peau et qu'elle voulait pas qu'on la voie comme une dépravée. Donc elle avait décidé d'exclure l'alcool de sa vie. Et j'ai rencontré plusieurs autres femmes dans ce cas-là qui un jour ont eu une très mauvaise expérience avec l'alcool, tellement mauvaise qu'elles ont décidé de plus jamais en boire de leur vie. Je peux respecter ce choix-là, mais alors ne venez pas nous casser les noix avec, avec quoi, 1 centilitre de vin. C'est pas avec ça que tu vas devenir un dépravé. Ou alors, éventuellement, si tu as été alcoolique profond et que tu as subi une cure de désintoxication, là, il faut que tu... Mais généralement, les gens qui ont des anciens alcooliques, ils viennent pas commencer à te taper un scandale parce que tu sais pas faire le dessert sans alcool. Généralement, ils ont généralement profil bas. Et c'est là que Mais j'ai oui, oui. que je tiens à moi, si je peux me permettre de faire un coup de gueule, tu as les gens qui décident de ne pas manger de viande, de ne pas manger de poisson, de ne pas manger de ci, de ne pas manger de ça, de ne pas manger d'alcool. OK, mais alors, ne va pas nous casser les pieds à faire ton scandale. La plupart des gens qui ne peuvent pas, pour raison de santé ou pour raison religieuse, généralement, ils font profil bas et ils s'excusent. Et ils vont pas essayer de faire en sorte que tu te sentes mal et d'essayer d'argumenter pour te convertir. Si Pour tu te culpabiliser à la limite. voilà, voilà. Je veux dire, j'ai eu d'extrêmement mauvaises, situations où j'étais dans des repas avec des gens qui étaient, des végans. Heu, ils m'ont manqué de respect et je trouve ça scandaleux parce que moi, effectivement, je vais pas commencer à vouloir convaincre tout le monde que mon choix est le meilleur. Fous-moi la paix. Je veux dire, tu manges ce que tu veux, tu es libre de manger ce que tu veux. Si tu veux un régime qui soit basé sur uniquement des bananes et des crottes de nez, c'est ton problème. Mais commence pas à vouloir argumenter avec moi que ce que toi tu fais, c'est meilleur pour la planète, les générations futures, machin chouette, machin chouette. Je veux dire, c'est comme un peu pour tout. Ça devient presque une conviction religieuse extrémiste. Ça devient sectaire finalement, hein. Voilà, voilà. Bon, tu voulais rajouter quelque chose? Ben oui, j'allais rajouter qu'il y a même des personnes dans ce cas-là. Bon, je vais prendre un exemple d'une recette qu'on fait collectivement, qui est par exemple le coq au vin, hein. Ben, le coq au vin, forcément, comme le nom l'indique, bon, il était cuit avec du vin rouge de toute façon, ou du vin blanc, mais du vin rouge généralement. Et j'avais beau expliquer que, ben, après 3 heures de cuisson du coq dans sa sauce, ben, il n'y avait plus une seule goutte d'alcool, puisque l'alcool s'évapore à 80 degrés et que en Oui. 3 heures, toutes les molécules d'alcool ont disparu. Il ne reste plus que le vin lui-même, mais sans son alcool. Et cette personne-là essaie de me convaincre que oui, d'accord, peut-être bien qu'il y a plus d'alcool, mais il y a quand même encore le goût de l'alcool qui est présent quand même, quoi. Beh, je dis: «Mais non, le goût, c'est le goût du vin, mais l'alcool, il y en a plus et s'il y en a plus, ben, il y a plus de goût d'alcool, il y a plus que le goût du vin». «Ah mais non, il y a quand même encore le goût de l'alcool qui est dedans, donc je sais pas en manger». D'autant Bon, plus que
D'autant plus si la personne était bien informée, elle saurait il y a beaucoup plus d'alcool dans un verre de jus d'orange que dans ton coq au vin qui a mariné 3 heures. Enfin, qui a cuit Ah pendant et 3 heures. éventuellement, si on prend, disons des fruits frais, donc je ne parle pas d'un jus d'orange pasteurisé, mais, des fruits frais et qu'on mange des protéines en même temps, il y a production d'alcool dans l'estomac de toute façon, naturellement. Attention, quand on est à la fois évidemment végétarien, et qu'on ne boit pas d'alcool, disons qu'il y a peu de chances d'avoir ce genre de processus qui se passe, hein, mais enfin quand même. Oui. Et OK. alors un des derniers cas que j'ai vécu, c'était lors d'une réunion, dont nous tu n'y étais pas, mais nous savons, disons, de quel type de réunion il peut s'agir. Donc il y avait, une cinquantaine de personnes. J'avais organisé, sans l'exécuter moi-même, mais j'avais organisé, un buffet où il y avait, 6 ou 7 plats principaux, en plat principal, des plats chauds en buffet. Et je n'avais entendu parler de rien. Puis il y a une jeune dame qui vient me trouver, qui me dit: «Ah, est-ce qu'il y aurait éventuellement, un plat, végétarien?» Ben, je dis: «Non, il y en a pas». Je dis: «Parce que ça n'a pas été demandé». Mais en plus d'être végétarien, il fallait qu'il n'y ait pas ni lactose, ni gluten et je ne sais plus encore quoi, la troisième histoire. Et je dis: «Non», je dis: «Quand on a un régime aussi spécifique que ça, il faudrait, disons, le demander à l'avance C'est la et moindre des choses. deuxièmement, c'est la moindre des choses, c'est de demander à l'avance et deuxièmement, pour des raisons, disons, liées simplement à la santé, c'est qu'il vaut mieux prendre ses affaires, à Oui. consommer soi-même parce C'est que trop risqué de moi, je ne peux pas laisser aux autres. demander je ne Ouais. peux pas demander à quelqu'un de faire un plat pour une seule personne comme ça. D'ailleurs, au pied de levé, c'était impossible à réaliser. C'était pas donc dans un restaurant. Mais je dis en plus, pour les risques que ça représente et que je ne tiens pas moi à aller en prison pour intoxication alimentaire de quelqu'un, quand on a, disons, plusieurs allergies ou plusieurs contre-indications, comme ça au sein d'un même menu, c'est quasiment impossible à réaliser, disons quand on n'est pas habitué en tout cas, hein. Tu sais, dans ce cas-là, quand tu es le chef ou que tu es la personne derrière le buffet, tu es tenté de dire: «Bah, prenez ça, regardez, il y a pas de tout ce que vous voulez là-dedans, là». Parce que finalement, quand tu as autant de contraintes, comme tu dis, vaut mieux apporter soi-même ses tartines ou en tout cas son Tupperware, parce que tu vas demander à la personne de te préparer un repas à part. Qu'est-ce qui prouve qu'elle a bien suivi tes prescriptions? Oui, tout à fait, mais je vais aller plus loin que ça. À l'époque où j'étais encore étudiant, donc ça remonte à déjà très, 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 très longtemps, notre professeur de salle nous avait expliqué l'anecdote suivante parce que lui, il avait, rencontré dans sa vie professionnelle. Et on se base là dans la situation où on doit prendre commande, hein, on est le garçon ou le maître d'hôtel dans un restaurant, on prend une commande et vous avez une personne qui dit: «Écoutez monsieur, voilà, j'ai vraiment une intolérance ou une allergie, avérée», en l'occurrence c'était aux champignons, «je dois absolument manger, des plats où il n'y a pas de champignons dedans». Bon, donc le garçon ou le maître d'hôtel, je ne sais plus, en tout cas, prend une commande et il conseille comme ça à cette personne de manger telle et telle chose. Et alors le souvenir que j'ai de l'explication, c'est qu'au moment de manger, c'est un morceau de poisson apparemment, avec une sauce crème, et puis il y avait des légumes, hein, il devait y avoir peut-être, que sais-je moi, une julienne de carottes, c'est le riz blanc de poireaux, pour donner un exemple comme ça. La personne réagit et fait une allergie, terrible, au point que je pense qu'elle a dû, aller chez le médecin, hein, bon voilà. Donc évidemment, il y avait, allergie aux champignons. Or manifestement dans le plat, il n'y avait pas de champignons. Mais il faut savoir, et c'est là l'intérêt de connaître en tant que maître d'hôtel, de connaître les recettes de cuisine comme si on était cuisinier, c'est que quand on fait un fumet de poisson, dans le fumet de poisson, on met des épluchures d'oignons, des épluchures de champignons. Ah Donc, ah! le champignon représentait peut-être en poids 1 des éléments aromatiques, puisqu'il y en avait même à la limite peut-être même moins que ce qu'on appelle un bouquet garni, hein. Oui. Donc c'était vraiment très peu. Mais le fait d'avoir mis quelques épluchures de champignons dans le fumet était suffisant pour que la personne fasse une réaction allergique, je dirais conséquente. Donc ça peut aller très loin, hein. On pense quelquefois de bonne foi, et avec une certaine objectivité qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de danger, mais on n'est jamais certain, pour une substance donnée, qu'il n'y en a pas du tout, du tout, du tout. Donc dans certains cas, je pense qu'il vaut mieux, refuser carrément de servir la personne, où il faut lui dire: «Écoutez, ça je ne peux pas vous le garantir». Non, Heu, mais je vois que 2 conclusions possibles. La première, c'est: si vous avez une allergie, restez chez vous, ce qui est bien ah sûr ça c'est une, c'est pas une très gentil. possibilité. Ou C'est pas alors très gentil. l'autre, c'est et ça c'est à l'adresse du garçon: quand tu sais pas, tu demandes.
C'est-à-dire qu'il le savait sans doute, mais il n'y avait pas pensé que c'était, à ce Non, point-là. Il n'y avait pas de champignons dans le plat, mais il y avait un peu de champignons qui étaient intervenus dans la réalisation de la base de sauce, quoi. moi, ça me semble logique pour avoir été un petit peu garçon de salle à une époque. Quand tu as un problème de ce cas-là, dans cet ordre-là, le risque est trop élevé que pour laisser à l'à Ah peu oui, tout près. à fait. Tu dis: «Excusez-moi, je vais vérifier en cuisine». Tu vas voir le cuisinier, même que c'est en plein rush, les cuisiniers, ils ont l'habitude de réfléchir rapidement. Tu dis: «Chef, est-ce que tu as un plat où il y a pas de champignons du tout?» Il va te le dire et Oui. il va y penser. Il va savoir que dans son fumet de poisson, il y a du champignon. Mais maintenant, les restaurants résolvent le problème de la manière suivante. Bon, la loi est passée en Europe, c'est qu'on doit maintenant, dans tous les plats, signaler s'il y a des allergènes. Alors, on a fait toute une liste, hein. Il y a forcément le gluten, il y a le lactose, et puis il y a toutes les graines possibles et imaginables, il y a les fruits secs, il y a les champignons, enfin, on a quasiment tout répertorié. Et alors, on était censé, à propos de chacun des plats, dire, voilà, là, il y a ça, 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 ça et ça. Finalement, les cartes de restaurant allaient plus ressembler à un bottin des contre-indications qu'à une carte de restaurant. Donc, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a dans le fond de chaque page la petite remarque suivante, voilà. Tous nos plats sont susceptibles de contenir, et alors on met toute la liste des 10-12 produits principaux, disons des allergies habituelles, hein, et on ne dit pas, tiens, prenez ceci plutôt que cela. On dit, voilà, il y a risque de, donc vous, si vous commandez quelque chose, on vous a averti, et Non, vous ne mais venez pas de réclamer après si vous êtes malade, quoi. c'est normal parce que imagine que le gars, quand il a coupé sa julienne de carottes, ça se peut qu'il ait coupé avec le même couteau des champignons avant. Oui, tout à fait, Est-ce que voilà. dans une cuisine, quand on coupe un végétal, est-ce qu'on va un légume, est-ce qu'on va laver son couteau avant de couper un autre légume? Disons que quand ce sont des végétaux successifs, c'est rarement le cas. Voilà. Maintenant, si par exemple on passe du poulet aux légumes, là oui, on est Oui, censé non. même changer de Il y a planche, hein. il y a la planche des poulets, il y a la planche du Voilà. bœuf, il y a la planche des chaque Mais viande a mais sa mais les planche, végétaux, c'est rare, hein, c'est voilà. rare. Donc une fois que tous les végétaux ont été lavés et qu'ils sont là prêts à être, travaillés, généralement on utilise le même couteau, donc c'est là qu'il y a le risque. Mais je me rappelle, à ce niveau-là, tiens, on va parler de quelque chose, d'une anecdote que j'ai rencontrée au cours de mon travail. Il y avait donc un dessert, qui était avec de l'ananas. Il y avait donc, de l'ananas frais, et puis bon, ben, pendant le service, j'avais, dû nettoyer de l'ail et j'avais dû émincer de l'ail. Vous pensez bien qu'après avoir, nettoyé de l'ail avec le couteau et l'avoir émincé sur une planche, j'avais nettoyé la planche directement, on est bien d'accord, hein? Oui, Je l'avais fait. Et puis, au moment du dessert, le patron qui était donc enfin, qui était à la fois en salle et en cuisine, mais c'est lui qui prenait les commandes, revient en disant: «Écoute», il dit, «Il y a un problème avec la table, une telle, madame ou monsieur», mais je pense que c'était une dame, sans, son dessert sans l'ail, hein. Et je dis: «Beh, pourtant», je dis: «J'ai tout à l'heure que je dis: "J'ai nettoyé une gousse d'ail, on l'a mise dans tel plat"». Et il me dit: «Tu avais nettoyé la planche?» Ben, je dis: «Oui», je dis: «J'ai nettoyé la planche convenablement à la brosse et tout». Eh bien, malgré le fait que la planche ait été nettoyée, au savon, dégraissée, rincée, essuyée, eh bien, la planche sentait toujours l'ail, ah, et c'était pourtant c'est comme les c'était oignons une quand planche tu en nylon. oui, C'était une planche en nylon, c'était pas une planche en c'était pas bois. le couteau. Mais le couteau avait été nettoyé avec autant de précaution, mais c'était la planche qui, à mon avis, avait, enfin, qui, j'en suis persuadé, c'était pas simplement un avis, qui avait quand même retenu un petit goût d'ail. Vous mettez une tranche d'ananas dessus, vous la coupez en morceaux, eh bien, ça suffit pour donner un goût d'ail, à l'ananas. Beh, c'est comme les Donc oignons, comme quand tu travailles des ah oignons, oui, tu haches des oignons, ça te colle au doigt et ça reste pour chez moi, ça reste 2 jours. Il y a une petite ah, odeur subtile de l'oignon sur les doigts, hein, ouais. et l'ail, c'est la même chose, hein, l'oignon sur les doigts, ça, c'est clair. Alors, il existe maintenant des fausses savonnettes, si je peux dire, en métal pour enlever le goût d'oignon. On vend ça dans les foires Et ça commerciales, marche hein. comment ça? Ben, je ne sais pas trop, disons j'en ai une, hein. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc, imaginons on a coupé de l'oignon, on a nettoyé de l'oignon, on a manipulé de l'oignon. Eh bien, on fait couler un filet d'eau, on prend la fausse savonnette en métal, qui est légèrement, je dirais, il y a de toutes fines aspérités dessus, hein, à peine visibles, et on la fait rouler dans les mains un peu comme une savonnette, traditionnelle, et c'est censé enlever le goût de l'oignon, le goût de l'ail, le goût de l'échalote. Maintenant, bon, je n'ai jamais vérifié, réellement si c'était efficace, mais c'est censé en tout cas l'être. Non, je t'ai posé la question parce que
On avait déjà parlé de ça lorsque j'ai vu cet ustensile-là pour la première fois et tu m'avais expliqué. Et en fait, je me suis un petit peu documenté là-dessus. C'est un métal qui est chromé. Et en C'est fait, ça, oui. ça marche aussi si tu as un robinet qui est chromé. Bon, la manipulation est un peu bizarre, que tu frottes les parties de tes doigts qui sont couvertes d'odeur d'oignon sur le robinet chromé. Donc il faut que ce soit mouillé et que tu frottes sur une couche de chrome. Et c'est par électrolyse, enfin en tout cas il y a une espèce d'échange, c'est comme une pile électrique en fait. Parce qu'il faut savoir que l'odeur de l'oignon, c'est un molécule soufrée. Oui, Donc tout à fait. c'est pour ça que les oignons piquent les yeux. Pardon. C'est pour ça que Pique les aux oignons yeux. piquent aux yeux. Ce sont des particules d'acide sulfurique en fait, qui au mélange, au contact des larmes des yeux, provoquent une réaction similaire à l'acide sulfurique et c'est pour ça que ça pique. Et mais quand tu mélanges l'acide sulfurique, dans les premières piles, on avait des acides et des couches de métal qui sont proches de la famille du cuivre et du chrome. Tout simplement, par le contact sur ce métal-là, ça provoque une réaction chimique qui neutralise l'odeur. Donc, j'ai réussi à avoir un résultat similaire. C'est pas très efficace parce que essayer de frotter tes mains sur le robinet, ça te donne l'air d'un guignol. Mais il vaut mieux effectivement acheter ces fausses savonnettes qui ont la même efficacité. Alors, maintenant qu'on a parlé du problème et de la difficulté, quelle solution tu suggérerais à celui qui doit Ah, organiser? Parce eh que bien, les solutions que je vais suggérer, ce sera dans le prochain épisode. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Parce que des Parce solutions, qu'en tu fait, en ce as. n'est pas. C'est-à-dire que c'est plutôt des combines, parce que des solutions, oui, forcément. La solution, c'est évidemment de ne pas donner aux personnes qui sont susceptibles de ne pas manger telle ou telle place, c'est évidemment le fait de ne pas leur imposer. Hein. Donc, il y a évidemment une solution qui est une combine. Je dirais que je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Mais Hein. Je ne vais pas. Je vais vous donner éventuellement certaines idées de plats qui ne contiennent pas toute une série de substances. Hein. Je vais vous donner les idées en tout cas. Et je vais vous donner surtout, ce sont les idées, disons, d'organisation générale de votre repas si vous êtes évidemment confronté à ce genre de situation. tu veux dire qu'il existe des plats qui font l'unanimité? Ah, l'unanimité totale, non. Parce que, Ah, imaginons, vous devez prendre un plat où il n'y a pas, disons, rien du tout d'origine animale. Hein. Vous n'avez aucune graine, vous n'avez pas forcément de lactose puisque ça c'était dans le lait, mais vous n'avez pas je dirais de sucre, vous n'avez pas à ce moment-là, que sais-je moi, d'huile, de graines, de quoi que ce soit, vous n'auriez pas éventuellement d'épices, finalement, même à la limite, quelqu'un finira par être allergique aux carottes, quoi. Donc on n'a pas de plat qui soit qui puisse aller pour tout le monde, c'est impossible. Mais par contre, on peut faire des familles de plats qui conviennent à certains groupes. Ça, oui, on peut y arriver. donc tu pourrais avoir une sélection de, disons, 3 plats qui pourraient couvrir Voilà, 99% de... exactement. Ou en tout cas, disons, Ah. 80% certainement. Et c'est plus, disons, des idées d'organisation qu'autre chose, en fait. Et là, on approche des fêtes. Est-ce que je dois sous-entendre ou espérer que tu vas justement donner un côté festif à ces plats? Eh bien, justement, c'est plutôt à l'intention des fêtes que j'y ai pensé. Donc, restez à l'écoute, Ben oui. au risque d'en savoir plus alors. Ah, ce sera pour la fois prochaine. Hein. Ok, super. Ben, tout En ça fait, après. c'est comme les épisodes, il faut bien faire un cliffhanger à la fin de Voilà. l'épisode pour attirer le chaland. Hein. Voilà, donc si vous n'avez rien appris que durant cet épisode d'avoir écouté deux vieux qui sont en train de se plaindre de comment les gens de mon temps c'était mieux et comment les gens sont devenus tellement difficiles, on va pas s'arrêter là, non. Parce que Guy est quelqu'un qui aime aider les gens. Et moi aussi un petit peu. Mais lui Et plus. en fait, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui devait organiser En fait, j'étais en voiture et j'y réfléchissais. Et je me dis, mais finalement, bon, on va devoir parler un petit peu des repas de fin d'année. Et je vais sortir des sentiers battus en essayant de proposer quelque chose qui va aider les gens, puisqu'on est de plus en plus confrontés comme ça, dans ces relations, à toute une série de gens qui ne veulent ou qui ne peuvent manger telle ou telle chose. Et finalement, je me suis dit, mais comment ferais-je pour m'en sortir si j'étais moi-même confronté à ce genre de problème? Tu ris, mais le seul endroit où j'ai vu ce problème abordé, c'est dans les blagues. Il n'y a aucune publication sérieuse qui, à ce jour, je n'ai vu aucune publication sérieuse aborder ce sujet.
Donc, je te remercie d'avoir mis le sujet sur la table. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour savoir qu'est-ce que Guy vous a réservé comme solution à ce sujet-là. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas que si vous avez une question à poser, c'est question@parlercuisine.com. Retrouvez-nous sur notre site internet parlercuisine.com, comme ça se prononce. Notre page Facebook est aussi très active. Et puis, n'oubliez pas que si vous voulez écouter un livre audio, le premier livre, c'est gratuit. Rendez-vous sur parlercuisine.com/audible. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Au revoir.